Ouais, là je suis sur les commentaires de la revue d'actu de la semaine dernière. Les gens ils disent que je ressemble à Groucho, c'est quoi ça Ah ouais, bah en fait Groucho ça veut dire mec hyper stylé en thaïlandais je crois. Ah ouais? Ouais, ça veut dire mec viril et plutôt beau gosse. Ah, ça fait plaisir. Ouais, carrément, ouais. Ok. Merci à la communauté. Ah, ça fait plaisir. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue d'actualité. Alors au programme de cette revue d'actualité, on verra que la candidature d'Éric Zemmour se précise, on verra aussi que la PMA pour toutes a été adoptée hier définitivement à l'Assemblée nationale, on verra également que le showbiz semble se droitiser de plus en plus avec Didier Bourdon et Jean Dujardin, et enfin, on verra ce fameux variant du Covid-19, le Delta. C'est parti. Alors la première actualité de cette semaine, c'est la candidature d'Éric Zemmour qui semble se préciser. Le chroniqueur qui fait planer le doute depuis plusieurs mois vient d'être remercié par son éditeur Albin Michel, pour qui sa candidature est trop probable. Et même un proche de Marion Maréchal a assuré que l'essayiste serait candidat et que c'était certain. Alors pour l'instant, Éric Zemmour ne semble pas en mesure de faire des scores conséquents et il n'est pas très entouré, mais le fait est qu'il ne s'est pas encore déclaré officiellement et ça y joue pour beaucoup. Mais Éric Zemmour a aussi une opportunité, c'est celle de l'échec du RN qui ne remporte aucune région une nouvelle fois, et le parti est décrit un peu comme étant en plein doute. On en reparlera plus tard dans cette revue d'actualité avec une nouvelle tête, notre bon vieux Wilfried. Alors la deuxième actualité de la semaine, Armel, ça concerne toujours les présidentielles, et c'est Jean Dujardin qui a fait une déclaration qui ne plaît pas forcément au showbiz. Effectivement, Baudouin, Jean Dujardin en fait refuse de jouer au Castor, contrairement à Xavier Bertrand qui avait décidé de s'allier avec le centre droit et la gauche face au RN lors des régionales. Celui qui incarnait OSS 117 a préféré faire preuve de mesure. En tournée pour son film Président, il aurait déclaré au JDD qui lui demandait s'il allait faire barrage: comme la religion, la politique est une affaire privée, ce que je pense ne regarde personne. Et lui d'ajouter: je suis un citoyen mais je n'aime pas voir un artiste donner son avis. En général, ce genre d'exercice retombe d'ailleurs sur la gueule des signataires. Dans les extrêmes, on a toujours l'air con. Enfin, est-ce qu'on peut parler de militantisme pour autant ? Alors effectivement, t'as raison, plus que de militantisme, il est ici question de sagesse. On se rappelle notamment de Marion Cotillard, qui avait, en mai 2020, co-signé avec plus de 200 personnalités du show business une tribune intitulée « Non à un retour à la normale », dans laquelle ses pauvres fans ont appris avec surprise qu'il était temps qu'ils changent leur mode de vie consumériste. Et alors, tant mieux, non ? Alors, évidemment, le discours écologiste a du sens, et il est important que les étoiles de ce monde le portent pour influencer positivement notre société. Le problème, c'est qu'on l'a retrouvé un mois plus tard avec monsieur Guillaume Canet en croisière, à bord d'un yacht de 42 mètres de long. S'il est vrai que rouler au diesel et passer ses vacances au parc Astérix n'est pas spécialement décroissant, voler en jet privé, mode de transport privilégié des stars, ne l'est pas davantage. Merci monsieur Dujardin donc pour votre humilité. Et c'est pas tout, puisque Didier Bourdon a lui aussi surpris la presse avec un peu d'anticonformisme. Et oui, en effet, puisque l'acteur a déclaré au Figaro Magazine la semaine dernière: l'antiracisme actuel, il ne faut pas trop m'en parler. Lorsque le magazine l'a interrogé sur Assa Traoré, figure de proue du combat indigéniste, il a déclaré: je vois Assa Traoré en couverture de certains journaux et je ne veux surtout pas qu'elle soit un exemple pour mes enfants, même s'il y a peu de chances que cela arrive. Bon, apparemment, il n'est pas adepte de l'imaginaire repentant. Ah bah c'est sûr qu'en termes de repentance, on a fait mieux. Il a commenté le rituel du genou à terre dans le monde du foot en ces termes: j'ai trouvé cela idiot car il n'y a rien de plus beau que de voir les joueurs s'embrasser à la fin du match entre noir et blanc. C'est beaucoup plus fort que de s'agenouiller. Ouais, l'amour c'est des actes. Et alors justement Baudouin, en parlant d'amour, tu vas nous parler de ce qui s'est passé avant-hier avec le projet de loi sur la PMA. Ouais, en effet, la PMA a été adoptée hier définitivement. Alors on en parle depuis longtemps et c'est pas toujours très clair. En réalité, désormais, les femmes homosexuelles vont pouvoir avoir recours à un donneur de sperme et ainsi avoir un enfant, même seul, ou en couple de femmes homosexuelles. Ce que ça implique également, c'est que les enfants vont grandir maintenant sans père, ni sur leur état civil, ni dans leur vie. On sait très bien que les familles monoparentales et les femmes seules qui élèvent des enfants, c'est courant, des décès, des divorces, des séparations. Mais là, on crée de fait une situation de manque et en fait, on rompt avec l'idée de filiation avec la figure de père, puisque sur l'état civil, ces enfants n'auront plus un père et une mère, mais deux mères. Si un couple homme-femme fertile se dirige vers la PMA, c'est pas pour avoir un enfant sans plus, qu'ils peuvent faire tout seuls. C'est pour avoir tel enfant qui correspond à tel projet. Mais là encore, il faut réaliser que l'eugénisme, qu'on le veuille ou non, est intrinsèquement lié à la PMA. Et du coup, on va voir apparaître prochainement dans le débat public la question de la GPA, parce qu'il y a une discrimination envers les gays. En effet, les homosexuels dans le monde utilisent des femmes dans des pays souvent pauvres pour porter leur enfant à leur place, puisqu'ils n'ont pas d'utérus
pour le moment. Et on l'a vu encore hier avec une tribune sur le site de Libération qui appelait tout simplement à ouvrir la GPA dès maintenant aux couples homosexuels hommes. Bon, on ne peut pas trop y échapper, on va parler de ce fameux variant Delta. Et oui, alors le gouvernement a annoncé hier la fin de la jauge des clients à l'intérieur des magasins et des restaurants, mais il semblerait que le Covid n'ait pas dit son dernier mot. Un nouveau variant du virus aurait en effet émergé, on l'a baptisé le variant Delta, et il représente à l'heure actuelle environ 20% des contaminations, et il pourrait, d'après l'exécutif, représenter 90% des contaminations d'ici la fin de l'été. Rappelons que si cette nouvelle mutation du virus est 40 à 60% plus contagieuse que l'actuelle souche du virus, elle n'est pas pour autant plus mortelle d'après les premières données dont nous disposons. Mais du coup, là, tout le monde est vacciné, non? En réalité, pas vraiment. Seulement 32,2% de la population est totalement vaccinée, 49,7% d'entre elles ayant reçu au moins une injection. De plus, ce nouveau variant a fait chuter à 80% l'efficacité des vaccins Pfizer, BioNTech et Moderna. Dans le cas du vaccin AstraZeneca, qui représente quant à lui environ 5% d'injection, l'efficacité tomberait à 60%. D'après Timothée Bruel, qui est chercheur au laboratoire Virus et Immunité à l'Institut Pasteur, les vaccins seraient 4 à 5 fois moins efficaces contre le nouveau variant. Du coup, les vaccins, ils sont pas très utiles contre ce variant-là. Alors en fait, ça remet pas du tout en cause l'efficacité des vaccins, qui limitent grandement les chances de développer des formes graves du virus, mais également de le transmettre. Rappelons toutefois que du 1er mars 2020 au 31 mai 2021, 0% des moins de 15 ans et 1% des 15-44 ans sont décédés du Covid-19 d'après l'Institut Statista. Donc si vous avez moins de 40 ans, aucune comorbidité et que vous respectez les distanciations sociales, il n'y a pas besoin de s'inquiéter outre mesure par rapport au virus antérieur. Dernière actualité de la semaine, c'est les élections régionales. On a vu que tous les présidents sortants de région ont été réélus et surtout que l'abstention n'a pas reculé. Alors Wilfried, dimanche t'étais assesseur, qu'est-ce qu'on peut dire de cette abstention qui a été encore une fois énorme? Par rapport aux dernières échéances en date, Baudouin, c'est-à-dire celle de 2015, on constate une baisse de au moins 20% de la participation en moyenne. C'est la jeunesse, encore une fois, qui est le plus grand absent du scrutin, puisque un jeune sur 5 est allé voter. Alors le RN n'a remporté finalement aucune région, on parle d'échec, est-ce que c'en est vraiment un? Et c'est vrai que partout dans les médias, on parle de débâcle pour le Rassemblement National. Le RN, cette année, c'est quand même 0 région et 0 département. C'est 3,9 millions de voix au niveau national en moins par rapport au précédent scrutin en 2015. On peut dire qu'ils ont divisé partout leur score de moitié. La pilule est peut-être même encore plus dure à avaler dans le sud, en région PACA, c'était l'espoir de Marine Le Pen et du Rassemblement National pour ces élections. C'était la promesse d'une jolie vitrine pour la crédibilité du Rassemblement National pour gouverner demain. Renaud Muselier bénéficie largement du Front républicain habituel, aidé évidemment par l'UNEI, les centristes, le Modem ou encore la République En Marche, et de personnalités comme Nicolas Sarkozy ou encore Bernard Tapie. Alors on parle même d'un retour au clivage traditionnel gauche-droite, est-ce que c'est pas un peu exagéré? On parlait du Rassemblement National à l'instant, mais c'est la même chose en fait pour En Marche, car mis à part la maigre consolation du camp macronien avec l'élection de Gérald Darmanin dans le canton de Tourcoing, les candidats de la majorité présidentielle réalisent des scores quasi fantomatiques, à l'instar notamment de François de Rugy en Pays de la Loire qui fait 8,2%. Alors, chasser le naturel, il revient au galop, l'adage n'a jamais été aussi vrai. Il y a 4 ans, pour rappel, Macron faisait exploser le clivage traditionnel gauche-droite, les municipales de l'an dernier et désormais les régionales départementales auront fait revenir le bipartisme au goût du jour. Et alors, du coup, les départementales qui sont passées encore plus sous les radars de cette élection? Évidemment, parce que la particularité de ce scrutin cette année, c'était qu'il y avait une double élection, départementale plus régionale. On comprend un peu plus pourquoi les électeurs ne se sont pas déplacés. Les départementales, c'est un peu la même tendance que les régionales finalement. On voit le retour d'une majorité de droite républicaine, et ça ne met pas non plus en valeur le Front National, ni évidemment En Marche. Ok, merci Wilfried. Et merci à vous aussi d'avoir suivi cette revue d'actualité, et on vous dit à la semaine prochaine.